Les Arconiens, une race extraterrestre technologiquement avancée, sont arrivés sur Terre avec un objectif sombre et déterminé. Leur but était clair, dominer la planète et soumettre l'humanité. Leurs vaisseaux, d'immenses structures métalliques, descendèrent du ciel comme des présages d'un destin inéluctable, couvrant le ciel d'une ombre oppressante. L'humanité, d'abord fascinée et terrifiée, comprit rapidement la gravité de la menace imminente. Les vaisseaux atterrirent dans plusieurs régions stratégiques du globe, établissant des bases dans des centres urbains et des lieux d'importance militaire. La capitale française, Paris, devint l'un des épicentres de l'invasion. Des bâtiments emblématiques comme la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe furent entourés de machineries extraterrestres, transformant le paysage familier en un champ de bataille alien. Les dirigeants mondiaux tentèrent désespérément d'établir le contact. Mais les Arconiens considéraient les humains comme des êtres inférieurs, indignes de dialogue. Rapidement, les Arconiens commencèrent à imposer leur domination. Leurs troupes, couvertes d'armures impénétrables et armées d'armes énergétiques dévastatrices, avançaient dans les villes humaines, détruisant toute forme de résistance initiale. La technologie extraterrestre dépassait de loin la compréhension humaine, capable de manipuler la matière et l'espace-temps de façon que les scientifiques terrestres commençaient à peine à théoriser. Cependant, au milieu du chaos et de la destruction, des signes d'espoir apparurent. De petits groupes de résistance commencèrent à se former spontanément. Des personnes ordinaires, armées d'armes conventionnelles et d'un esprit indomptable, refusaient d'accepter la défaite. Utilisant des tactiques de guérilla, ces insurgés lançaient des attaques rapides et précises contre les patrouilles arconiennes, causant des dommages et semant la confusion. Parmi ces groupes, la figure d'Emma Lefebvre, une ex-soldate française profondément attachée à sa patrie, se distingua. Emma organisa un groupe de résistance à Paris, utilisant les égouts et les catacombes de la ville pour se déplacer sans être détectée par les envahisseurs. Sous sa direction, la résistance remporta ses premières victoires, détruisant de petits avant-postes arconiens et récupérant des ressources vitales. Pendant ce temps, les Arconiens sous-estimaient les humains à cause de leurs armes primitives. Ils ne comprenaient pas la profondeur de la passion et de la détermination qui animaient la résistance humaine. Chaque victoire des insurgés, aussi petite soit-elle, servait de phare d'espoir pour l'humanité. La nouvelle des victoires d'Emma et de son groupe se répandit rapidement, inspirant d'autres villes à suivre leur exemple. Les premiers signes d'une guerre prolongée commencèrent à apparaître. Les forces arconiennes, initialement confiantes dans une victoire rapide, se retrouvèrent face à un ennemi qui, malgré son infériorité technologique, possédait une résilience et une ingéniosité surprenantes. La Terre devenait un champ de bataille, où chaque jour apportait de nouveaux espoirs et défis. Dans ce contexte, la véritable force des humains commençait à se révéler. Ce n'était ni la technologie, ni les armes qui définissaient l'humanité, mais sa passion, sa détermination et sa capacité à s'adapter. La guerre pour la survie et la liberté ne faisait que commencer, et les Arconiens allaient bientôt comprendre qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Les premiers affrontements entre les Arconiens et les humains révélèrent une guerre désespérée et innovante. Alors que la technologie des envahisseurs était incontestablement supérieure, la résilience et la créativité des humains commencèrent à émerger comme des forces inexplorées. Dans les zones urbaines de New York et de Tokyo, de petites cellules de résistance se formèrent, utilisant des tactiques de guérilla pour affronter l'ennemi. Les Arconiens, bien que puissants, présentaient une vulnérabilité critique. Leur dépendance à un réseau de communication centralisé. Ce réseau, crucial pour la coordination de leurs troupes, était maintenu par des tours de transmission réparties dans les territoires occupés. Les humains, s'en rendant compte, commencèrent à concentrer leurs efforts pour détruire ces tours. Utilisant des drones improvisés et des explosifs artisanaux, la résistance réussit à couper la communication entre les unités arconiennes, causant confusion et désorganisation parmi les envahisseurs. En Amazonie, la résistance locale, dirigée par l'ex-soldat brésilien Miguel Alvarez, profita du terrain hostile pour lancer des attaques surprises. Utilisant une connaissance intime de la jungle,
Miguel et son groupe montèrent des pièges et des embuscades, prenant l'avantage sur les patrouilles extraterrestres. Lors d'une de ces opérations, ils capturèrent un officier zarkonien, découvrant une autre vulnérabilité, une faiblesse dans la structure biologique des envahisseurs, notamment leur sensibilité à certaines fréquences sonores. Profitant de cette découverte, des scientifiques et ingénieurs humains développèrent des dispositifs d'émission sonore, causant désorientation et douleur aux Zarkoniens. Ces dispositifs furent rapidement intégrés aux opérations de résistance, devenant une arme efficace contre les envahisseurs. À Paris, Emma Lefebvre coordonna une attaque synchronisée utilisant ces émetteurs sonores, parvenant à repousser une grande offensive zarkonienne et gagnant un temps précieux pour la réorganisation de la résistance. Sous terre à Tokyo, Kenji Tanaka et son groupe explorèrent le réseau d'égouts et de métros abandonnés pour se déplacer sans être détectés. Lors d'une mission audacieuse, Kenji mena une équipe pour planter des explosifs dans un entrepôt de fournitures zarkonien. L'explosion résultante ne détruisit pas seulement un grand stock d'armes ennemies, mais révéla également que les Zarkoniens dépendaient fortement d'une substance chimique spécifique pour alimenter leurs armes énergétiques. Avec cette information, la résistance commença à saboter les lignes d'approvisionnement de cette substance, affaiblissant encore plus les forces envahissantes. Alors que les batailles s'intensifiaient, une alliance mondiale de résistance commençait à se former. Les dirigeants de diverses nations se réunissaient secrètement pour partager informations et stratégies. Lors d'une de ces réunions, il fut découvert que les Zarkoniens possédaient une faiblesse immunologique. Ils étaient extrêmement sensibles à certaines bactéries terrestres. Des laboratoires souterrains commencèrent à travailler sur des armes biologiques pouvant être utilisées pour incapaciter les envahisseurs sans nuire aux humains. À New York, la résistance locale, dirigée par l'ex-policière Maria Hernandez, utilisa l'infrastructure souterraine de la ville pour monter un réseau de renseignement. Des hackers humains parvinrent à infiltrer les systèmes de communication zarkoniens, obtenant des informations précieuses sur les plans et les mouvements des troupes envahissantes. Ce réseau de renseignement permit de coordonner des attaques précises et efficaces, transformant chaque victoire en une étape significative vers la libération de la ville. En Europe, Emma Lefebvre et ses alliés intensifièrent les attaques contre les bases zarkoniennes, utilisant des informations de renseignement et de nouvelles technologies développées par les scientifiques humains. Lors d'une opération audacieuse, ils réussirent à capturer un vaisseau zarkonien, étudiant sa technologie et trouvant de nouvelles façons de combattre les envahisseurs. Les batailles étaient féroces, mais la résistance humaine, désormais plus unie et bien informée, commençait à inverser le cours de la guerre. Les Zarkoniens, malgré leur supériorité technologique, commencèrent à réaliser qu'ils faisaient face à un ennemi redoutable. La résilience, la créativité et la détermination des humains étaient des forces qu'ils n'avaient pas prévues. La guerre, qui semblait initialement une victoire certaine pour les envahisseurs, se transformait en un conflit prolongé et coûteux. La résistance humaine, alimentée par un profond sens de la justice et de la survie, montrait à l'univers que la Terre ne serait pas conquise sans une lutte féroce et déterminée. Dans ce contexte, la véritable force des humains commençait à se révéler. Ce n'était ni la technologie, ni les armes qui définissaient l'humanité, mais sa passion, sa détermination et sa capacité à s'adapter. La guerre pour la survie et la liberté ne faisait que commencer, et les Zarkoniens allaient bientôt comprendre qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Reconnaissant la nécessité d'une union face à une menace commune, les dirigeants de plusieurs nations humaines commencèrent à former une alliance mondiale. Cette alliance combinait les ressources et les connaissances de différentes cultures, créant un front uni contre les Zarkoniens. Des réunions secrètes furent organisées dans des endroits protégés, hors de portée des extraterrestres, où stratégies et plans étaient discutés ardemment. Scientifiques, ingénieurs et militaires travaillaient ensemble pour développer des armements et des tactiques capables de faire face à la technologie extraterrestre. Des laboratoires souterrains et des usines cachées furent établis pour produire de nouvelles armes et véhicules de combat. Les équipements de communication furent modifiés pour éviter la détection par les Zarkoniens, permettant une coordination efficace entre les différents groupes de résistance. L'Alliance mondiale apporta une nouvelle vague de morale et de détermination parmi les humains.
Les nouvelles de petites mais significatives victoires commencèrent à circuler, élevant l'esprit des gens et encourageant davantage de volontaires à rejoindre la lutte. Les villes et villages, autrefois isolés et désespérés, se sentaient maintenant partie d'un mouvement plus grand, une lutte pour la survie et la liberté de l'humanité. Parmi les figures clés de cette alliance se trouvait le docteur François Delacroix, un brillant scientifique ayant travaillé sur des projets militaires avant l'invasion. Delacroix dirigeait une équipe dédiée à comprendre et à inverser la technologie des Arconiens, cherchant des points faibles et des moyens de neutraliser leurs armes. Ces recherches commençaient à porter leurs fruits, avec des découvertes promettant de renverser le cours de la guerre. Alors que l'alliance humaine gagnait en force, les Arconiens faisaient face à une résistance de plus en plus organisée et efficace. La guerre, qui semblait autrefois une victoire facile pour les envahisseurs, se transformait en un conflit long et sanglant. La détermination des humains, nourrie par un nouveau sens du but et de l'unité, montrait à l'univers que la Terre ne serait pas conquise sans une lutte féroce. Dans plusieurs régions du monde, l'Alliance mondiale commença à lancer des opérations coordonnées contre les bases arconiennes. L'une des opérations les plus significatives de cette alliance fut la mission d'infiltration dans les montagnes rocheuses, dirigée par une équipe de commandos américains et européens. La mission avait pour objectif de capturer une technologie avancée arconienne et d'obtenir des informations vitales sur leurs opérations. L'équipe, composée de spécialistes en opérations furtives et en combat, était équipée d'armures légères, d'armes adaptées et de dispositifs de communication avancés. L'infiltration commença au crépuscule, avec l'équipe utilisant des équipements d'escalade pour s'approcher de l'installation extraterrestre sans être détectée. Les montagnes rocheuses, avec leurs terrains accidentés et leurs forêts denses, fournissaient une couverture naturelle. Cependant, les patrouilles arconiennes étaient partout, utilisant des drones de surveillance et des capteurs avancés pour détecter les intrus. L'équipe humaine, entraînée pour les opérations en environnement hostile, utilisa des tactiques d'évasion et de camouflage pour éviter la détection. En s'approchant de l'installation, les commandos rencontrèrent leur première grande difficulté, un périmètre fortement gardé par des troupes arconiennes. Utilisant des dispositifs de brouillage développés par l'Alliance, ils parvinrent à neutraliser temporairement les capteurs extraterrestres, permettant une approche silencieuse. Combinant attaques de précision et explosifs silencieux, l'équipe élimina les sentinelles et ouvrit la voie vers l'entrée. À l'intérieur de l'installation, les commandos affrontèrent une résistance féroce. Les troupes arconiennes, alertées par la brèche de sécurité, réagirent rapidement. Les couloirs de la base se transformèrent en champs de bataille, avec des combats corps à corps et des fusillades intenses. La supériorité technologique des Arconiens était évidente, mais l'équipe humaine compensa par des tactiques de guérilla et une connaissance du terrain. Utilisant des dispositifs d'émission sonore pour désorienter les extraterrestres, les commandos parvinrent à avancer jusqu'au cœur de l'installation. Au centre de la base, ils trouvèrent une salle de contrôle remplie d'équipements avancés et de serveurs contenant des données cruciales. Tandis que certains membres de l'équipe maintenaient la ligne de défense contre les renforts arconiens, les spécialistes en technologie commencèrent à télécharger les données et à désactiver les systèmes de sécurité. Parmi les découvertes, il y avait des plans détaillés des opérations arconiennes, des spécifications de leurs armes et une analyse de leurs faiblesses biologiques. Avec les données en main, l'équipe entama la retraite. Sachant que le chemin du retour serait encore plus dangereux, ils plantèrent des explosifs à des points stratégiques de l'installation pour créer des distractions et désorienter les poursuivants. Les explosions créèrent le chaos, permettant aux commandos de s'échapper dans la forêt. La retraite fut marquée par des combats intenses, mais l'équipe, déterminée et bien entraînée, parvint à atteindre le point d'extraction où des hélicoptères furtifs les attendaient. La mission dans les montagnes rocheuses fut un succès significatif pour l'Alliance humaine. Les informations obtenues fournirent un avantage stratégique crucial, permettant à la résistance humaine de lancer des attaques plus coordonnées et efficaces contre les Arconiens. Le courage et la compétence démontrés par les commandos lors de l'opération devinrent un symbole de la résilience et de la détermination humaine, inspirant d'autres à se joindre à la lutte. Avec l'Alliance mondiale consolidée,
les humains étaient prêts à lancer une grande contre-attaque contre les bases zarkoniennes. Utilisant une technologie adaptée et des tactiques innovantes, les armées humaines commencèrent à attaquer des cibles stratégiques des extraterrestres. La première opération de grande envergure fut planifiée méticuleusement, dans le but de porter un coup décisif pouvant changer le cours de la guerre. À New York, la résistance, dirigée par Emma Lefebvre, coordonna une attaque audacieuse contre l'une des principales bases zarkoniennes de la côte est des États-Unis. L'opération commença par une attaque aérienne utilisant des drones équipés d'explosifs qui réussirent à déstabiliser les défenses extérieures de la base. Tandis que les explosions illuminaient le ciel nocturne, les forces terrestres avançaient rapidement, profitant de la confusion créée par le bombardement initial. Emma dirigea l'offensive terrestre, utilisant des véhicules blindés et des soldats équipés d'armures légères et d'armes énergétiques adaptées de la technologie extraterrestre. Les humains avancèrent avec précision, affrontant une résistance féroce des troupes zarkoniennes. Cependant, la résistance avait un atout, des dispositifs d'émission sonore développés pour désorienter les extraterrestres. Ces dispositifs furent déployés à des points stratégiques, causant le chaos et la désorganisation parmi les rangs ennemis. Pendant que la bataille à New York s'intensifiait, une autre opération simultanée était en cours dans le désert du Sahara. Une force internationale, composée de commandos de plusieurs nations, s'infiltra dans une installation souterraine zarkonienne. Utilisant des techniques de camouflage avancées et des équipements de forage, les commandos réussirent à accéder à la base sans être détectés. Une fois à l'intérieur, ils plantèrent des explosifs à des points critiques, détruisant le centre de contrôle et paralysant temporairement les opérations zarkoniennes dans la région. En Europe, une opération coordonnée par Carla Souza, une ingénieure militaire brésilienne, visait à désactiver une usine de drones zarkoniennes située dans les montagnes des Alpes. Utilisant un système de brouillage développé par son équipe, Carla parvint à désactiver les systèmes de sécurité de l'usine, permettant aux forces terrestres de pénétrer dans le complexe. La lutte fut intense, avec des combats corps à corps et des fusillades dans des couloirs étroits, mais la résistance réussit à détruire l'usine, coupant une importante ligne de ravitaillement des envahisseurs. Au milieu de ces opérations, la résistance travaillait également à déstabiliser l'infrastructure zarkonienne. À Hong Kong, une équipe de hackers humains, dirigée par le spécialiste en cybersécurité Li Wei, réussit à infiltrer les systèmes de communication extraterrestres. Ils insérèrent un virus causant des pannes dans les réseaux de communication, désorientant les forces zarkoniennes et facilitant les attaques coordonnées de la résistance à travers le monde. Alors que les batailles se déroulaient sur plusieurs fronts, la direction zarkonienne, percevant la gravité de la situation, ordonna une offensive massive pour reprendre le contrôle. Des vaisseaux de guerre extraterrestres survolaient les villes, bombardant les positions humaines et tentant d'écraser la résistance. La guerre s'intensifiait, avec des pertes significatives des deux côtés. Cependant, le moral des humains restait élevé. Les victoires remportées montraient qu'il était possible de vaincre, et la détermination collective ne faisait qu'augmenter. L'offensive finale fut lancée contre l'une des plus grandes bases zarkoniennes en Sibérie. La résistance utilisa une combinaison de tactiques de guérilla et d'attaques directes, profitant du terrain glacé pour tendre des embuscades aux troupes ennemies. Équipés de combinaisons spéciales pour résister au froid extrême, les soldats humains avancèrent à travers la neige, utilisant des explosifs pour ouvrir la voie et désactiver les défenses extraterrestres. Après des heures de combats intenses, la base fut finalement prise, marquant une victoire décisive pour la résistance. Avec ces victoires, la résistance humaine affaiblit non seulement significativement les forces zarkoniennes, mais gagna également du temps pour se réorganiser et se réarmer. Les scientifiques, dirigés par le docteur François Delacroix, continuèrent à développer de nouvelles armes et stratégies. Parmi leurs créations, un dispositif interférant avec les systèmes de navigation zarkoniens, rendant leurs vaisseaux vulnérables aux attaques humaines. Ce dispositif fut crucial dans plusieurs opérations, permettant à la résistance d'abattre de nombreux vaisseaux extraterrestres. La guerre atteignait un point critique. À chaque bataille, l'équilibre des forces oscillait. Pour les humains,
La clé de la victoire résidait dans la persévérance et la capacité à continuer d'innover. Les Arconiens, de leur côté, commençaient à remettre en question leur propre invincibilité, affrontant un ennemi qui, malgré les adversités, refusait d'être vaincu. La détermination humaine atteignait un nouveau sommet, et la guerre commençait à tourner en faveur des Terriens. Pendant l'offensive massive des Arconiens, des héros humains émergèrent, se sacrifiant pour protéger leurs proches et garantir la liberté de l'humanité. Au milieu du chaos et de la destruction, des actes de bravoure et d'altruisme inspiraient encore plus de personnes à rejoindre la résistance. L'un des moments les plus marquants se produisit dans les ruines de Tokyo, où un groupe de civils, dirigé par le jeune Kenji Tanaka, réussit à arrêter une unité d'élites arconienne. Kenji, âgé de seulement 17 ans, devint un symbole de courage, luttant jusqu'à son dernier souffle pour sauver sa communauté. Son histoire se répandit rapidement, suscitant une vague de recrutement et une résistance fervente. À Londres, la commandante Emma Lefebvre dirigea une mission quasi suicidaire connue sous le nom d'Opération Phoenix, visant à détruire un entrepôt d'armes extraterrestres. Cette opération fut l'une des plus risquées et cruciales de la résistance. Visant à couper l'une des principales lignes de ravitaillement des Arconiens en Europe, l'opération Phoenix commença par une planification minutieuse. Emma et son équipe d'élite étudièrent des cartes et des plans de l'installation arconienne, identifiant des points faibles et des routes d'infiltration. La mission exigeait une précision chirurgicale, car l'entrepôt était fortement protégé par des patrouilles extraterrestres et des systèmes de sécurité avancés. À la tombée de la nuit, l'équipe d'Emma s'approcha de l'installation en utilisant des véhicules furtifs. Équipés d'armures légères et d'armes adaptées de la technologie arconienne, les soldats se déplaçaient silencieusement, communiquant par signes manuels pour éviter la détection. Le premier défi fut de neutraliser les sentinelles et les drones de surveillance qui patrouillaient le périmètre. Utilisant des dispositifs de brouillage, l'équipe parvint à désactiver temporairement les drones, permettant une approche plus sûre. Avec des explosifs silencieux, ils ouvrirent des brèches dans les défenses extérieures et avancèrent à l'intérieur du complexe. L'objectif était d'atteindre le centre de l'entrepôt, où les principaux stocks d'armes étaient situés. À l'intérieur, la résistance rencontra une forte opposition. Les troupes arconiennes, alertées par l'invasion, réagirent rapidement. Les couloirs étroits et les salles bondées se transformèrent en champs de bataille intenses, avec des combats corps à corps et des fusillades de haute intensité. L'équipe d'Emma, entraînée pour des situations de haute pression, utilisa des tactiques de guérilla pour désorienter les ennemis et avancer. Emma dirigea l'avancée, utilisant son expérience militaire pour coordonner les attaques et protéger ses soldats. À un moment critique, l'équipe fut encerclée dans l'un des couloirs principaux. Avec peu de munitions et de nombreuses pertes, Emma prit une décision désespérée. Elle et quelques volontaires tiendraient la ligne, tandis que le reste de l'équipe avançait pour planter les explosifs au centre de l'entrepôt. Le sacrifice d'Emma et de ses volontaires fut un acte d'héroïsme pur. Ils maintinrent les Arconiens occupés, affrontant une vague après l'autre d'ennemis, permettant au reste de l'équipe de mener à bien la mission. Avec les explosifs en place, l'équipe entama la retraite. Emma, gravement blessée, réussit à tenir la ligne jusqu'au dernier moment, garantissant que ses compagnons puissent s'échapper. L'explosion qui s'ensuivit détruisit complètement l'entrepôt d'armes, causant une perte significative pour les Arconiens et marquant une victoire cruciale pour la résistance. Les actions d'Emma et de son équipe furent largement célébrées et diffusées, inspirant de nouveaux recrues et renforçant le moral de la résistance. Le sacrifice d'Emma Lefebvre devint un symbole de la lutte humaine pour la liberté, rappelé et honoré par des monuments et des histoires. Alors que les batailles s'intensifiaient, d'autres héros émergeaient dans différentes parties du monde. La résistance était plus forte que jamais, et les Arconiens commençaient à réaliser que leur conquête de la Terre ne serait pas aussi facile qu'ils l'avaient imaginé. La guerre atteignait un point critique. À chaque bataille, l'équilibre des forces oscillait. Pour les humains, la clé de la victoire résidait dans la persévérance et la capacité à continuer d'innover. Les Arconiens, de leur côté, commençaient à remettre en question leur propre invincibilité, affrontant un ennemi qui, malgré les adversités, refusait d'être vaincu. Les Arconiens,
réalisant qu'ils avaient gravement sous-estimé les humains, commencèrent à renforcer leur défense et à changer leur tactique. Cependant, la résistance humaine, alimentée par une détermination inébranlable et un profond sens de la justice, continuait à croître en force et en nombre. Les batailles devenaient plus intenses et brutales, mais à chaque victoire, l'espoir d'un avenir libre devenait plus tangible. Dans plusieurs régions du monde, l'Alliance mondiale commençait à lancer des opérations coordonnées contre les bases arconiennes. Dans un laboratoire souterrain, un groupe de scientifiques humains fit une découverte qui pourrait changer le cours de la guerre. En étudiant des prisonniers arconiens et des débris de technologie extraterrestre, le docteur François Delacroix et son équipe identifièrent une faiblesse cruciale dans la biologie des envahisseurs. Certaines fréquences d'ondes radio étaient létales pour le système physiologique des arconiens. La découverte révéla que des ondes de fréquence 90 kHz causaient désorientation et effondrement biologique chez les extraterrestres, affectant leurs systèmes nerveux centraux. L'équipe de Delacroix, avec le soutien d'ingénieurs et de techniciens en communication, élabora un plan pour exploiter cette vulnérabilité. La stratégie était simple mais risquée. Utiliser les systèmes d'antennes situés à plusieurs endroits de la Terre pour diffuser les ondes létales à la fréquence exacte de 90 Hz. Cette transmission de masse pourrait affaiblir les troupes arconiennes à grande échelle, mais nécessiterait la coordination de plusieurs équipes dans des lieux stratégiques à travers le monde. Avec la mort d'Emma Lefebvre, la direction de la mission incombait au docteur Delacroix lui-même, qui, en plus d'être un brillant scientifique, se révélait un leader né en temps de crise. Il choisit Paris comme son point d'opération, sachant que la ville abritait l'une des plus grandes antennes de radio encore opérationnelles, située dans une ancienne station de transmission. L'infiltration dans la station de radio commença à l'aube. Delacroix, accompagné d'une petite équipe d'ingénieurs et de soldats, se déplaçait furtivement dans les rues détruites de Paris. Utilisant des dispositifs de camouflage avancés pour éviter la détection par les capteurs extraterrestres, le groupe avançait silencieusement. L'ancienne station était peu protégée par des troupes extraterrestres, car les Arconiens sous-estimaient la technologie humaine et ne s'attendaient qu'au pas à une attaque dans une installation qu'ils considéraient comme obsolète. À l'intérieur de la station de radio, la résistance trouva un environnement encore fonctionnel, mais légèrement occupé par quelques Arconiens, patrouillant sans grande préoccupation. Delacroix dirigea le groupe avec détermination, utilisant des tactiques de surprise pour désarmer les gardes et sécuriser la salle de contrôle. Chaque couloir et chaque salle se transformaient en un champ de bataille en miniature, mais la résistance humaine réussit à avancer rapidement grâce à la faible présence de troupes extraterrestres. La tension montait à mesure qu'ils s'approchèrent de l'antenne principale. Delacroix, déterminé à accomplir la mission, coordonnait chaque mouvement avec précision. L'équipe réussit à installer le dispositif de transmission, qui fut calibré pour émettre des ondes de 90 kHz. Delacroix surveillait les données en temps réel, ajustant la fréquence pour garantir une efficacité maximale contre les Arconiens. Au moment crucial, Delacroix donna l'ordre de lancer la transmission. Les antennes commencèrent à émettre les ondes létales et les effets furent immédiats. Les quelques troupes arconiennes patrouillant les zones voisines commencèrent à montrer des signes de désorientation. Mouvements erratiques, perte de coordination et effondrements soudains furent observés. Les systèmes nerveux des envahisseurs étaient attaqués de manière implacable. Malgré le succès initial, la transmission attira l'attention d'autres forces arconiennes dans la région. Une petite unité d'élite fut envoyée pour enquêter sur l'interférence. Delacroix et son équipe se préparèrent pour le dernier affrontement. Utilisant l'avantage du terrain et la surprise, ils montèrent des barricades et des pièges improvisés à l'intérieur de la station de radio. Le combat fut intense, mais l'avantage technologique et l'ingéniosité humaine prévalurent. Delacroix, bien que n'étant pas un soldat, combattit aux côtés de ses compagnons, utilisant des armes légères et son intelligence stratégique pour repousser les attaques extraterrestres. Les ondes radio continuaient de diffuser, affaiblissant les Arconiens à chaque seconde qui passait. La détermination et le courage de l'équipe de Delacroix maintinrent la ligne, garantissant que la transmission ne soit pas interrompue.
La bataille à l'intérieur de la station de radio de Paris dura des heures, mais finalement, les Arconiens commencèrent à reculer. Les ondes de 90 kHz faisaient leur effet, et les forces envahissantes étaient en plein effondrement. Delacroix, épuisé mais victorieux, savait que cette victoire était un tournant dans la guerre. Avec la transmission établie et les forces arconiennes en retraite, Delacroix continua à surveiller et ajuster les fréquences, s'assurant que les ondes létales se répandent sur tout le territoire contrôlé par les extraterrestres. Les informations et les données collectées durant l'opération furent partagées avec d'autres équipes à travers le monde, permettant une coordination plus efficace et des attaques plus précises. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement, élevant le moral humain à de nouveaux sommets. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, les Arconiens étaient en pleine retraite. L'Alliance mondiale, désormais plus unie et déterminée que jamais, se préparait à la bataille finale, confiant que la victoire était à portée de main. Tandis que la transmission se poursuivait, les scientifiques surveillaient les effets sur les troupes arconiennes. La résistance mondiale commença à coordonner des attaques sur tous les continents, profitant de la faiblesse des envahisseurs. La direction arconienne, dans un effort désespéré pour maintenir le contrôle, ordonna une retraite stratégique vers leur vaisseau mère en orbite autour de la Terre. La guerre atteignait son point culminant. Les batailles finales promettaient d'être intenses et décisives. L'humanité, armée de sa nouvelle arme et d'une détermination inébranlable, était prête à porter le coup final aux envahisseurs arconiens et à récupérer sa planète. Avec les Arconiens en retraite, les humains obtinrent enfin une victoire décisive. Les forces envahissantes, affaiblies par l'agent biologique et les attaques incessantes des humains, se replièrent vers leurs vaisseaux et quittèrent la Terre. La victoire, bien que teintée d'amertume, apporta un immense soulagement et un espoir renouvelé pour l'humanité. La Terre était dévastée, avec des villes en ruine et des communautés fragmentées. Cependant, l'union et la détermination qui émergèrent pendant la guerre fournirent une base solide pour la reconstruction. Les dirigeants de l'Alliance mondiale organisèrent des efforts pour restaurer les infrastructures, aider les sans-abri et rétablir l'ordre. Des équipes d'ingénieurs commencèrent à travailler sans relâche pour réparer routes, ponts et bâtiments, tandis que des bénévoles fournissaient une assistance médicale et psychologique aux survivants. Dans des villes comme New York, Paris et Tokyo, le son de la reconstruction remplaça le bruit de la destruction. Le docteur François Delacroix et son équipe continuèrent à travailler, cette fois-ci en se concentrant sur la réparation des dommages causés par la guerre et la prévention des menaces extraterrestres futures. La technologie arconienne, autrefois une arme d'oppression, était maintenant étudiée pour être utilisée au bénéfice de l'humanité. Scientifiques et ingénieurs collaborèrent pour adapter et intégrer ces innovations dans la reconstruction de la planète, créant un avenir où les avancées technologiques pourraient améliorer la vie de tous. Alors que la Terre se reconstruisait, les humains n'oubliaient pas les sacrifices faits pendant la guerre. Des monuments et des mémoriaux furent érigés en hommage aux héros ayant donné leur vie pour la liberté. L'histoire de Kenji Tanaka, Emma Lefebvre et tant d'autres fut racontée et répétée, inspirant les générations futures à valoriser et protéger la paix chèrement acquise. Les communautés se réunirent pour célébrer la résilience humaine, organisant des événements et des cérémonies pour se souvenir de ceux qui avaient combattu et étaient tombés. Des efforts de reconstruction commencèrent partout dans le monde. À Pékin, des architectes et des ingénieurs développèrent un projet ambitieux pour reconstruire la ville avec des technologies durables, inspirées des enseignements tirés de la technologie arconienne. À São Paulo, un programme de revitalisation urbaine transforma des quartiers dévastés en centres d'innovation et de culture. L'humanité, unie par l'adversité, trouva un nouveau but et un sens renouvelé de communauté. La technologie arconienne, autrefois redoutée et détestée, était maintenant étudiée et adaptée pour améliorer la vie sur Terre. Des équipements médicaux avancés, des systèmes d'énergie renouvelable et des technologies de transport révolutionnaires commencèrent à émerger des ruines de la guerre. La planète, autrefois fragmentée et divisée, faisait maintenant face à un avenir de possibilités illimitées. Les innovations technologiques ne seulement aidèrent à la reconstruction, mais ouvrirent également de nouvelles opportunités pour résoudre des problèmes anciens
tels que la pauvreté et l'inégalité. Alors que l'humanité reconstruisait, elle se préparait également à d'éventuelles menaces futures. Une nouvelle coalition mondiale de défense fut formée, avec des scientifiques, des ingénieurs et des militaires travaillant ensemble pour développer des systèmes d'alerte et de défense planétaire. La Terre ne serait plus prise par surprise. Elle était prête à faire face à tout défi que l'univers pourrait présenter. Cette coalition mondiale promouvait également la coopération internationale dans d'autres domaines, tels que la recherche scientifique et l'exploration spatiale. La victoire sur les Arconiens n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire de l'esprit humain. Le courage, la détermination et la capacité de s'unir en temps de crise montraient à l'univers que l'humanité était une force à respecter. L'avenir était incertain, mais la Terre était prête à l'affronter avec une nouvelle force et un sens renouvelé du but. L'Union mondiale, forgée dans la chaleur de la bataille, promettait un avenir de collaboration et de progrès. Les dirigeants de la résistance, maintenant reconnus comme des héros mondiaux, furent invités à diriger des efforts internationaux pour garantir la paix et la sécurité. Le docteur François Delacroix, aux côtés d'autres leaders, participa à la création d'une nouvelle organisation mondiale dédiée à prévenir les conflits et à promouvoir la coopération. Cette organisation, appelée Alliance de la Terre Unie, visait à garantir que les leçons apprises pendant la guerre ne soient jamais oubliées. Alors que les cicatrices de la guerre étaient encore visibles, l'humanité se tourna vers les étoiles avec un nouveau sens de la curiosité et de l'ambition. Les programmes spatiaux, autrefois limités par les ressources et les rivalités, prospéraient maintenant grâce à la collaboration internationale. Les Nations Unies de la Terre commencèrent à explorer le cosmos ensemble, déterminées à ne plus jamais affronter une menace seule. La Terre, maintenant un symbole de résilience et d'union, regardait vers l'avenir avec optimisme.